bien comprendre maintenant ce qu'est un objet en JavaScript, il me semble intéressant de faire un parallèle avec ce qu'est un objet dans la vraie vie. Alors dans la vraie vie, donc par exemple, prenons l'exemple de l'objet crayon. Donc il existe des crayons de différentes couleurs et de différentes tailles ou formes. Dans ce cas-ci, donc la couleur, la taille ou la forme d'un crayon vont être des propriétés. Donc tous les crayons vont posséder les mêmes propriétés puisque chaque crayon va posséder bien une taille, une forme et une couleur. Mais cependant, les valeurs associées à ces propriétés vont être différentes. Donc chaque crayon peut avoir une taille différente des autres, une couleur différente des autres, ou une forme différente des autres. De plus, donc un crayon sert à écrire. Le fait d'écrire est donc ici une fonction de l'objet crayon, ou encore ce que nous allons désormais appeler une méthode. Donc en JavaScript, maintenant, tout comme dans la vraie vie, un objet va contenir un ensemble de propriétés et de méthodes, et donc ces propriétés et ces méthodes vont définir ce qu'est un objet en JavaScript. Alors pour commencer, les propriétés d'un objet en JavaScript peuvent être assimilées à des variables telles que nous les avons vues précédemment. Donc je dis bien assimilées car ce n'est pas la même chose, mais ça va avoir à peu près le même fonctionnement. Donc une propriété va être constituée d'un nom et d'une valeur qui vont être séparées par 2 points. Les méthodes d'un objet ensuite peuvent être assimilées à des fonctions qui vont elles-mêmes être stockées dans des propriétés. Donc dans ce cours, nous avons déjà vu ce qu'étaient les variables et avons appris à les manipuler. Donc nous avons découvert que les variables pouvaient stocker différents types de valeurs, comme une chaîne de caractères, un nombre, un booléen, etc. Cependant, donc jusqu'à présent, nous n'avons fait stocker qu'une seule valeur à la fois dans nos variables, et plus précisément, nous avons fait stocker ce qu'on appelle des valeurs primitives à nos variables. En réalité, donc vous devez savoir que les variables en JavaScript vont toujours stocker soit des valeurs primitives, soit des objets. Comme un objet donc, peut contenir différentes propriétés et méthodes et leurs valeurs associées, nos variables vont également de fait pouvoir stocker plusieurs valeurs lorsqu'elles vont stocker un objet. Donc si tout cela vous semble abstrait pour le moment, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal car il y a beaucoup de nouvelles notions, et ne vous inquiétez pas, donc tout devrait très vite se clarifier lorsque nous allons voir les premiers exemples pratiques ensemble, et donc nous allons dès maintenant prendre un premier exemple et donc créer un premier objet afin de bien comprendre comment ça se passe. Donc pour cela, on va retourner sur notre éditeur de texte ici, et donc on va créer une première variable qu'on va appeler par exemple primitive, donc dans laquelle on va stocker une valeur primitive, et en l'occurrence on va stocker une chaîne de caractères, donc par exemple je suis une valeur primitive. Donc comme je vous l'ai dit, depuis le début de ce cours, nous n'avons stocké que des valeurs primitives dans nos variables. Donc encore une fois, pas d'inquiétude, je vais revenir plus tard dans ce cours donc sur ce qu'est véritablement une valeur primitive, et nous allons continuer à explorer les objets dans la suite de ce cours également. Et donc maintenant, je vais créer une deuxième variable qui va cette fois-ci non pas stocker une valeur primitive, mais stocker un objet. Donc cette variable, je vais l'appeler moi, par exemple, comme ceci. Donc égal. Et donc ici, je vais utiliser une paire d'accolades, donc pour créer ce qu'on appelle un objet littéral. Donc nous y reviendrons encore une fois dans la suite de ce cours. Pour le moment, nous ne faisons qu'effleurer la notion d'objet, nous entrerons dans le détail donc plus tard. Donc cette variable moi qui va stocker un objet, donc va contenir différentes propriétés et différentes méthodes. Donc la première propriété que je vais donner à cette variable, ça va être la propriété donc prénom, Pierre. Donc ce premier couple ici, prénom, Pierre, constitue une première propriété pour notre variable, donc variable objet, moi. Ensuite, deuxième propriété, donc on va mettre par exemple nom, Giro, donc comme ceci. Et donc troisième, on va mettre par exemple âge, 25. Alors ici, vous voyez donc que comme pour les variables qui stockent des valeurs primitives, on est obligé de mettre donc les chaînes de caractères entre guillemets, et donc on n'est pas obligé donc évidemment de mettre les nombres entre guillemets, les nombres on les laisse comme ceci, donc sans guillemets ou sans apostrophe. Et donc maintenant, nous allons créer une première méthode pour notre variable objet moi, et donc comme je vous l'ai dit précédemment, les méthodes d'un objet vont être avant tout stockées dans des propriétés. Donc on va appeler ceci par exemple identité. Donc identité est bien ici une propriété, donc on met un 2 points, et on va lui donner comme valeur donc une fonction, donc function comme ceci, on ne lui donne pas de nom, donc nous verrons plus tard encore une fois pourquoi, et on va faire retourner à cette fonction, par exemple donc prénom, 2 points, donc plus vis.prénom. Alors encore une fois, donc pour le moment n'essayez pas de tout comprendre évidemment, car c'est pas possible à votre niveau. Pour le moment, contentez-vous de constater donc ce qui se passe, et on expliquera tout cela plus tard. Donc nom, 2 points, donc plus cette fois-ci vis.nom, comme ceci.
Donc plus, essayez surtout de bien retenir la syntaxe pour le moment, car je peux comprendre que ça fait beaucoup de nouvelles choses et je peux comprendre donc que vous soyez un petit peu déboussolé, et c'est tout à fait normal, encore une fois, pas d'inquiétude. Donc plus vis, point âge, donc comme ceci. Hop, ici je vais mettre ceci au même niveau pour plus de clarté évidemment. Hop, comme cela. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement donc créé une quatrième propriété, donc cette propriété identité, à laquelle on a assigné non pas une valeur simple, mais une fonction, donc une fonction qui ne possède pas de nom, donc qui est ici. Donc dans ce cas-ci, on appelle cela une fonction anonyme en JavaScript, et nous reparlerons des fonctions anonymes plus tard dans ce cours, évidemment. Et donc pour accéder aux valeurs retournées par cette fonction anonyme, nous allons devoir utiliser la propriété identité sous forme de méthode, en ajoutant un couple de parenthèses, donc identité avec un couple de parenthèses, afin de déclencher, si vous voulez, l'exécution de la fonction donc, qui est stockée dans la propriété identité. Alors cependant, retenez que identité reste avant tout une propriété de la variable objet moi. Et donc nous allons également devoir préciser donc cette variable objet afin d'accéder à la valeur retournée par notre fonction anonyme. Donc comment on va faire cela? On va tout simplement écrire quelque chose comme ceci, donc moi, point et identité, donc avec un couple de parenthèses afin de déclencher encore une fois donc l'exécution de notre fonction anonyme, et afin que notre fonction anonyme nous renvoie bien les valeurs attendues. Et donc une fois que ce résultat est renvoyé, on peut par exemple l'alerter dans une boîte de dialogue comme on en a l'habitude, et pour cela on se contente tout simplement donc de mettre un alerte autour de cela. On enregistre et on peut afficher immédiatement le résultat si vous le souhaitez. Et donc vous voyez qu'on a bien les valeurs, donc prénom de point Pierre, nom de point Giraud et âge de point 25 qui s'affichent bien à l'écran, donc ont bien été alertés. Et donc ces valeurs correspondent ici à ceci, donc prénom de point plus ensuite donc on va récupérer le Pierre ici grâce donc à vis.prénom. On va récupérer le Giraud grâce à vis.nom et on va récupérer donc le 25 grâce à vis.âge. Alors pour le moment, donc n'essayez pas de comprendre ce que signifie ce vis.âge. Donc le point ici, comme vous vous en doutez, donc, est le même qu'ici, donc il permet d'accéder, si vous voulez, à des valeurs qui sont dans un objet. Et le this, pour faire très court et très simple, donc correspond à l'objet courant. Donc dans ce cas-ci, le this correspond à l'objet moi, bien évidemment. Donc je peux tout à fait comprendre que cet premier exemple soit un petit peu complexe, car il utilise des notions que nous n'avons pas encore étudiées. Donc pas de panique si vous ne comprenez pas tout de suite, bien évidemment, encore une fois, donc c'est tout à fait normal. Donc pour le moment, on se contente simplement d'observer et de tenter de comprendre ce que sont les propriétés et les méthodes d'un objet, et de comprendre en gros donc ce que sont les objets. Dans les parties à venir, donc nous allons nous familiariser petit à petit avec ce vocabulaire nouveau, et petit à petit nous allons comprendre à travers différents exemples, donc tout d'abord simples et de plus en plus complexes, donc comment manipuler ces objets et comment donc créer et manipuler donc ces méthodes et ces propriétés. Donc pour le moment, retenez simplement donc ceci donc est une propriété, donc un nom, deux points, une valeur. Ceci est également une propriété. Ceci est une propriété aussi. Et donc ceci est une propriété qui peut donc devenir une méthode, car cette propriété stocke non pas une valeur simple, mais stocke une fonction anonyme. Et donc on peut l'utiliser sous forme de propriété ici, donc en ajoutant un couple de parenthèses ensuite, pour déclencher l'exécution de la fonction anonyme tout simplement. Tout d'abord, en JavaScript, vous devez savoir qu'il existe des objets natifs, c'est-à-dire des objets qui possèdent déjà leurs propriétés et méthodes et qui sont déjà donc prêts à l'emploi. Donc par la suite, dans ce cours, nous allons apprendre également à créer nos propres objets, mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur quelques-uns de ces objets natifs du JavaScript. Donc dans ce cours, nous avons déjà rencontré trois objets natifs JavaScript. L'objet string, tout d'abord, qui va gérer les chaînes de caractères, l'objet number qui va gérer les nombres, et l'objet boolean qui va gérer les booléens. Alors il en existe évidemment bien d'autres, comme l'objet array par exemple qui va gérer les tableaux, que nous étudierons plus tard. Donc on appelle également ces objets des objets globaux, car ils vont nous permettre de créer de nouveaux objets de même type entre guillemets. Donc par exemple, à partir de l'objet global string, nous allons pouvoir créer des objets de type string. Et pour faire cela, donc, nous allons utiliser le mot-clé new. Donc nous allons prendre immédiatement un premier exemple dans notre éditeur de texte. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre éditeur de texte déjà. Et donc on va créer deux variables. Donc une première variable qui va stocker évidemment donc une valeur primitive, et une deuxième variable qui va stocker cette fois-ci un objet de type string que nous aurons créé grâce au mot-clé new. Donc commençons déjà avec la variable
qui va stocker donc une valeur primitive. Donc on va l'appeler par exemple primitive égale, donc je suis une valeur primitive, comme ceci. Et donc cette fois-ci en dessous, donc une variable qui va cette fois-ci stocker un objet, donc on va appeler cette variable chaîne ici. Et donc pour créer un objet de type string, nous allons utiliser l'objet global string et nous allons faire donc comme ceci, new string comme cela, et entre parenthèses, donc hop, je suis un objet. Et donc cette fois-ci, notre variable chaîne va stocker donc l'objet de type string, je suis un objet, comme ceci, ici donc. Alors pour être tout à fait précis, ici nous utilisons la fonction constructeur string de l'objet string justement, pour créer un nouvel objet de type string, et donc cet objet correspond à la chaîne de caractères, je suis un objet tout simplement donc. Alors ici vous devriez normalement vous poser la question, quel est l'intérêt donc d'utiliser cette nouvelle notation et de créer un objet de type string par rapport à ce que l'on faisait avant? Et la réponse est très simple, il n'y a strictement aucun intérêt dans ce cas. Donc pour bien que vous compreniez cela, je vais devoir vous parler des valeurs primitives. Alors comme nous l'avons vu précédemment, une variable peut stocker soit une valeur primitive, soit un objet. Et on peut se rendre compte donc de cette différence grâce à la fonction typeof. Donc par exemple ici, si par exemple je crée une nouvelle variable donc, que je vais appeler type de prime, donc égale typeof donc de ma variable primitive, comme ceci. Et si je fais la même chose en dessous avec cette fois-ci, donc var type chaîne comme ceci égale donc typeof de ma variable chaîne comme cela, et que donc j'affiche avec un alerte par exemple le résultat de typeof dans tous les cas, vous allez voir qu'on ne va pas avoir le même type, donc type de primitive deux points. Donc évidemment le type de valeur qui est stocké dans la variable encore une fois. Ici on utilise un abus de langage. Et donc type de chaîne, deux points, donc plus cette fois-ci ceci comme cela donc. Donc on enregistre et on affiche immédiatement afin de bien voir les résultats. Donc ici vous voyez que donc le type de primitive, le type qui est renvoyé par la fonction typeof de notre variable primitive est string, tandis que la valeur envoyée par la fonction typeof de pour notre variable chaîne est cette fois-ci object. Alors cela est normal puisque notre première variable, c'est notre variable qui s'appelle primitive, stocke justement une valeur primitive qui est une chaîne de caractères, tandis que la deuxième variable donc stocke un objet de type string. Et c'est pour cela donc que tout d'abord on a donc le type qui est envoyé est string pour la première variable, et le type qui est envoyé pour la seconde variable est object. Alors ce que vous devez absolument comprendre à présent est que les valeurs primitives sont de formidables simplifications qui ont été introduites dans le JavaScript afin de simplifier celui-ci et de l'alléger. En effet, donc lorsque vous avez le choix entre utiliser une valeur primitive ou créer un objet, vous devez toujours préférer donc cette première solution, c'est-à-dire utiliser une valeur primitive, car cela consomme beaucoup moins de ressources, est beaucoup plus flexible, et également beaucoup plus lisible et plus simple. L'autre grand avantage des valeurs primitives, donc, qu'elles sont traitées par le JavaScript comme des objets, tout simplement. Et cela signifie donc que l'on va tout de même pouvoir utiliser les propriétés et les méthodes de l'objet string, par exemple, pour une valeur primitive de type string ou chaîne de caractères. Donc par exemple, notre objet string possède une propriété length qui permet de connaître la taille d'une chaîne de caractères, ou encore une méthode toUpperCase qui permet de transformer une chaîne de caractères en majuscule. Nous allons tout à fait pouvoir utiliser ces deux propriétés et méthodes sur notre variable primitive et donc sur notre valeur primitive, car encore une fois, donc, les valeurs primitives vont être traitées en JavaScript comme des objets, et donc on va pouvoir appliquer les propriétés et les méthodes d'un type d'objet au même type donc, de valeur primitive, donc c'est-à-dire que les propriétés et les méthodes de l'objet string vont pouvoir être appliquées aux valeurs primitives évidemment de type string. Donc on va prendre tout de suite un exemple afin de s'en assurer. Donc pour cela, on va utiliser, donc, comme je vous l'ai dit, la propriété length et la méthode toUpperCase. Et donc on va utiliser donc, cette propriété et cette méthode à la fois sur notre variable primitive et à la fois sur notre variable chaîne, évidemment, afin de bien voir le résultat. Donc je vais supprimer ceci, on n'en a plus besoin, ceci également, et cela. Et donc cette fois-ci, je vais créer une variable que je vais appeler par exemple longueur de prime, comme ceci, égale. Donc pour accéder aux méthodes et aux propriétés d'un objet ou d'une valeur primitive, donc dans ce cas-là, on utilise un point comme on l'a vu dans le chapitre précédent, hop, gth, comme ceci.
Donc ceci va me renvoyer la taille de la chaîne de caractères je suis une valeur primitive. Et on va également donc maintenant mettre notre chaîne de caractères en majuscule grâce à la méthode, cette fois-ci toUpperCase, donc dont le but est évidemment de mettre une chaîne de caractères en majuscule, comme ceci. Donc cette méthode ne prend pas d'argument, donc une paire de parenthèses simplement sans rien au milieu. Et on va faire donc la même chose avec notre objet string, cette fois-ci notre objet de type string. Donc par exemple, on va utiliser la méthode toUpperCase tout simplement. Donc ma chaîne point, donc toUpperCase comme ceci. Et on va évidemment alerter donc les résultats afin de pouvoir visualiser tout cela dans notre navigateur. Donc longueur de primitive, deux points, donc plus longueur prime, plus donc cette fois-ci donc primitive en majuscule, plus maj prime, plus donc chaîne en majuscule, deux points, plus maj chaîne, comme ceci, donc un point virgule ici, on enregistre et on affiche cela immédiatement dans notre navigateur. Donc ici rien ne s'affiche, donc c'est pas normal, j'ai dû faire une erreur quelque part certainement. Donc ici on a bien longueur prime qui est ici, donc longueur prime, ça c'est bon. Maj prime ici qui est ici. Donc oui, donc ici j'ai mis un P à la place du M, donc évidemment ça ne peut pas fonctionner. Donc on enregistre et on tente d'afficher à nouveau. Et donc cette fois-ci ça fonctionne bien. Alors on n'a juste pas les retours à la ligne. Donc on va hop, mettre le N ici que j'ai oublié également. Décidément. On affiche à nouveau et donc cette fois-ci tout fonctionne bien. Et donc vous pouvez constater ici que la propriété length et la méthode toUpperCase fonctionnent aussi bien donc sur des valeurs primitives de type string que sur des objets de type string en soi, puisqu'on a bien ici donc 28 qui correspond à la longueur de notre chaîne de caractères, donc qui est stockée dans la variable primitive. Et on a également donc le contenu de notre variable primitive qui a bien été mis en majuscule ici, et le contenu donc de notre objet de type string qui a été mis également en majuscule. Alors retenez bien la syntaxe pour accéder aux propriétés et aux méthodes d'un objet. Donc comme vous pouvez le constater ici, donc il suffit simplement d'indiquer le nom de la variable ciblée et le nom de la propriété ou de la méthode en séparant les deux par un point central, donc comme on l'a fait ici. Donc ici, donc, pour appliquer la propriété length à notre variable primitive, on a séparé les deux par un point, et pareil pour toUpperCase, et pareil ici également. Donc finalement, la dernière grande différence entre l'utilisation de valeurs primitives et la création d'un nouvel objet va concerner la comparaison des valeurs ou des objets. Donc retenez que tandis que l'on peut tout à fait comparer des valeurs primitives entre elles, il est totalement impossible de comparer des objets entre eux. Dans la leçon précédente, nous avons donc étudié les valeurs primitives et les objets natifs en JavaScript. Donc nous avons notamment vu pourquoi il était préférable d'utiliser des valeurs primitives plutôt que de créer de nouveaux objets à partir des fonctions constructeurs des objets natifs, donc par exemple la fonction constructeur string. Alors cependant, en JavaScript, nous allons également pouvoir créer des objets qui vont nous appartenir, donc des objets qui ne seront pas natifs. Et pour faire cela, donc, nous avons trois manières de procéder. On peut tout d'abord utiliser le mot-clé new et créer un objet à partir de la fonction constructeur object. On peut encore créer un objet littéral ou on peut définir un constructeur puis créer des objets à partir de celui-ci. Donc dans cette partie, nous allons étudier chacune de ces trois méthodes et nous allons commencer donc avec la première méthode, la méthode utilisant la syntaxe new object. Alors commencez déjà par noter qu'il est aujourd'hui généralement déconseillé de créer un objet de cette façon pour des raisons de performance du code. Je ne vous présente donc cette méthode qu'à titre indicatif. Donc dans la partie précédente, nous avons déjà vu comment créer un objet de type string en utilisant le mot-clé new. Donc pour rappel, donc je vais créer un objet de type string de cette façon. Alors pour rappel, évidemment, il n'est pas conseillé de faire comme cela. Ici, je vous présente simplement. Donc on va créer une variable objet qu'on va appeler par exemple objet string comme ceci. Et on va donc créer avec new string. Et par exemple, on va
stocker je suis un objet dans cette variable objet, donc comme ceci. Et donc nous allons faire exactement pareil pour créer un objet donc nous-mêmes, mais en utilisant cette fois-ci le constructeur object plutôt que le constructeur string. Donc je crée une deuxième variable objet ici, donc je vais l'appeler obj créé comme ceci. Et donc je vais faire new object cette fois-ci. Et je ne vais rien préciser pour ma part entre les parenthèses. Donc ceci crée tout simplement un objet grâce à la fonction constructeur object. Et nous allons ensuite donc définir des propriétés des méthodes pour notre objet, donc qui est la chose la plus intéressante à faire pour notre objet. Donc avec un objet de type string, vous vous rappelez que l'objet natif string dispose déjà de propriétés et de méthodes qui sont prêtes à l'emploi. Donc pour accéder à ces propriétés et ces méthodes, on utilisait un point. Donc par exemple, on faisait quelque chose comme obj string.length par exemple, pour avoir donc la longueur de la chaîne de caractères retournée en JavaScript. Donc ici, nous allons devoir définir nous-mêmes des propriétés et des méthodes de notre objet. Et donc nous allons une nouvelle fois utiliser ce point, et cette fois-ci nous allons définir des valeurs par la suite donc pour nos propriétés entre autres par exemple. Donc on va plutôt faire quelque chose comme ceci ici. Donc par exemple, on va faire obj créer point prénom par exemple. Donc ici on crée une propriété prénom pour notre objet obj créé et on va stocker la valeur Pierre comme ceci. Donc on va lier la valeur Pierre à la propriété prénom. On peut également faire la même chose avec une deuxième propriété, donc on va appeler nom cette fois-ci. Donc Giro, hop, comme ceci. Et on va également créer donc une troisième propriété, par exemple. On va l'appeler âge et on va lier la valeur 25 cette fois-ci à cette propriété. Et ensuite, donc pour à nouveau donc afficher cette fois-ci les valeurs liées aux propriétés, on procède comme on le faisait avec les objets natifs. Donc par exemple en utilisant une instruction alerte, on va faire alerte, donc obj créé point prénom, et donc cela va retourner évidemment donc la valeur qui est associée à la propriété prénom, c'est-à-dire la valeur Pierre. Et donc je vais vous le prouver immédiatement, hop, ici. Ouais, donc on a bien Pierre qui s'affiche dans une boîte de dialogue grâce à l'instruction alerte encore une fois. Donc pour définir de nouvelles propriétés ou méthodes à un objet qu'on vient de créer, il faut tout simplement une nouvelle fois donc utiliser le point et ensuite définir le nom de la propriété ou de la méthode et attribuer donc des valeurs grâce au signe égal. Donc deuxième façon de procéder maintenant, nous allons créer un objet littéral. Donc créer un objet littéral est la manière qui est généralement recommandée pour créer un objet et c'est également la manière la plus simple de procéder. Donc pour créer un objet littéral, nous n'avons qu'à déclarer une nouvelle variable et à utiliser une paire d'accolades en définissant les propriétés et les méthodes de notre objet à l'intérieur de celle-ci. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait au début de cette partie sur les objets, donc ce que je vous avais montré en guise d'exemple au début de cette partie. Donc par exemple, on va créer un objet, donc on va appeler moi comme ceci. Donc je vais supprimer ceci qui ne me servira plus à rien. Hop, ici. Et donc moi égale, donc on va stocker les valeurs à l'intérieur de moi évidemment. Une paire d'accolades, donc comme ceci. On va commencer par définir des propriétés, donc par exemple les mêmes propriétés que pour notre objet précédent. Donc prénom, Pierre comme ceci. Virgule cette fois-ci. Donc nom, par exemple Giro. Et à nouveau donc âge, 25. Et on peut donc également évidemment définir des méthodes. Donc je vous rappelle que les méthodes sont avant tout stockées dans des propriétés. Donc par exemple ici je vais créer donc une dernière propriété id dans laquelle je vais stocker une fonction et nous allons nous servir de cette propriété donc comme d'une méthode. Donc function, ici on utilise une fonction anonyme à nouveau, donc je reparlerai de ce que sont les fonctions anonymes plus tard dans ce cours. Et donc on va lui faire retourner donc par exemple la valeur associée à la propriété prénom de l'objet courant, c'est-à-dire la valeur associée à la propriété prénom de l'objet moi. Donc pour cela on utilise le mot-clé this qui fait référence à l'objet courant. Et on va également lui faire retourner donc hop, un espace, la valeur relative à la propriété nom de l'objet moi encore une fois, comme ceci. Donc ici un point virgule et on va donc alerte cette fois-ci la méthode de notre objet moi, donc moi.id, et on n'oublie pas la paire de parenthèses donc pour déclencher l'exécution de la méthode évidemment, comme ceci.
on enregistre et on affiche. Et vous allez voir, donc on a bien Pierre Giraud qui s'affiche. Alors pourquoi Pierre Giraud? Donc encore une fois, ici on commence par créer un objet moi. On définit 3 propriétés pour cet objet moi, donc la propriété prénom, la propriété nom et la propriété âge, auquel donc on relie les valeurs Pierre, Giraud et 25, et on définit une dernière propriété dont on va se servir comme méthode, dans laquelle on stocke donc une fonction anonyme dont le but est de retourner la valeur associée à la propriété prénom de notre objet moi et la valeur associée à la propriété nom de notre objet moi. Donc en gros, cette fonction ici va retourner donc le prénom de moi, c'est-à-dire Pierre, et le nom de moi, c'est-à-dire Giraud. Donc Pierre, un espace et Giraud. Et donc ensuite on déclenche l'exécution de cette méthode ici grâce à la paire de parenthèses, donc grâce à moi point, et on alerte le résultat, et donc on a bien Pierre Giraud qui s'affiche dans une boîte de dialogue à nouveau. Donc ce n'est pas très compliqué si vous avez bien suivi ce cours depuis le début. Et donc maintenant, dernière méthode pour créer des objets, donc créer des objets à partir d'un constructeur. Donc ici, on va d'abord commencer par créer donc ce constructeur, donc cette fonction constructeur, puis nous allons ensuite créer des objets à partir donc de cette fonction constructeur. Alors notre constructeur va lui-même contenir des méthodes et des propriétés, et les objets que nous allons créer à partir de celui-ci donc vont hériter de ces méthodes et de ces propriétés. Alors nous utilisons généralement cette troisième façon de faire pour des gros projets pour lesquels nous aurons à créer beaucoup d'objets similaires. Donc parmi les constructeurs natifs du JavaScript, nous avons déjà vu bien évidemment le constructeur string à partir duquel nous avons créé des objets de type string. Nous avons ensuite donc pu observer que l'on pouvait toujours accéder aux propriétés et aux méthodes définies dans le constructeur string à travers nos objets de type string et même à travers les valeurs primitives. Donc entre autres en JavaScript nous avons les constructeurs donc natifs suivants, donc le constructeur object tout d'abord qui nous sert à créer des objets tout simplement, le constructeur string qui nous sert à créer des objets de type string, le constructeur number qui nous sert à créer des objets de type number, donc le constructeur boolean qui nous sert à créer des objets de type boolean, le constructeur array, le constructeur regex qui nous sert à créer donc des objets de type expression régulière, le constructeur function et le constructeur date. Donc pour ne citer que les plus communs et les plus connus, et ne vous inquiétez pas, donc nous étudierons plus en détail ces constructeurs natifs dans les leçons suivantes. Donc ici nous allons essayer de créer un nouveau constructeur ensemble. Donc tout d'abord vous devez savoir qu'un constructeur est avant tout une fonction et doit donc être déclaré avec le mot-clé function. Ensuite, donc dans cette fonction constructeur, nous allons définir des propriétés et des méthodes. Donc par exemple, on peut créer un constructeur qui va s'appeler identité. Donc pour cela, on commence par function, donc identité. Donc généralement, on met donc une majuscule au début de nos fonctions constructeurs ici pour bien les reconnaître. Et donc on va passer 3 paramètres à cette fonction constructeur. Donc par exemple P, N et A, donc pour prénom, nom et âge, encore une fois. Et ensuite, donc, on utilise une paire d'accolades comme pour toutes les fonctions tout simplement. Et donc ici, on va faire vis.prénom, donc égale P. Donc je vous explique ensuite ce que ça signifie évidemment. Donc vis.nom égale N et this.âge égale A, donc comme ceci. Ici, donc, nous avons créé un constructeur très simple, donc un constructeur qui contient 3 propriétés, les propriétés prénom, nom et âge, et le mot-clé vis sert ici à faire référence aux objets sur lesquels on va travailler par la suite. Donc en gros, cela va nous permettre d'accéder aux valeurs donc, qui vont être liées à nos propriétés prénom, nom et âge. Donc par exemple, si on crée maintenant 2 objets à partir de notre constructeur, donc 2 objets qui vont hériter des propriétés de notre constructeur, on va tout simplement pouvoir faire donc var Pierre par exemple, le premier objet qu'on va appeler Pierre. Donc ici on est obligé d'utiliser le mot-clé new, donc new identité. Donc on utilise notre fonction constructeur identité bien évidemment. Et donc on va passer les valeurs Pierre, comme ceci, Giraud et 25. Et donc bien évidemment ici, donc, ces arguments vont venir remplacer le P, le N et le A. Et donc ensuite pour accéder au prénom de Pierre, nous n'avons plus qu'à faire Pierre.prénom. Et c'est pour cela donc qu'il est très utile d'utiliser ce mot-clé vis. Si on crée maintenant une deuxième variable objet Victor par exemple, égale new identité comme ceci, et qu'on stocke à l'intérieur Victor
durant et donc 24 comme cela. On va ensuite pouvoir faire évidemment donc Victor.prénom pour accéder au prénom Victor, Victor.âge pour accéder à la valeur 24, etc., etc. Donc on va le faire immédiatement afin de bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc alerte, par exemple âge de Pierre, deux points, plus donc Pierre.âge, comme cela, plus donc par exemple hop, âge de Victor, deux points, plus Victor.âge, hop, on enregistre et on affiche donc immédiatement dans notre navigateur. Et donc vous voyez qu'on a bien 25 qui est retourné pour l'âge de Pierre et 24 qui est retourné pour l'âge de Victor, puisque encore une fois donc ici Victor.âge donc va récupérer la valeur donc qu'on a stockée ici, c'est-à-dire 24, et Pierre.âge va récupérer le 25 ici. Donc voilà tout pour ces trois méthodes de création d'objets. Donc ici nous avons créé à chaque fois des objets très simples évidemment pour servir d'exemple, donc ça peut ne pas paraître forcément très pertinent, mais par la suite vous allez voir que lorsque nous allons étoffer cette partie sur les objets, que tout cela va prendre beaucoup de sens. Donc dernier point que je voulais aborder dans ce chapitre, l'identité des objets. Alors il faut bien faire attention à un point avec les objets, c'est qu'au contraire des valeurs primitives, on y accède par référence et non pas par valeur. Ainsi on ne peut donc pas ni comparer ni copier un objet car cela n'a tout simplement pas de sens. Alors prenons un exemple concret afin de bien comprendre immédiatement. Donc pour cela, nous allons comparer le comportement des valeurs primitives et des objets. Donc je vais commencer par effacer tout cela, ici. Et donc je vais créer une première variable x dans laquelle je vais stocker la valeur primitive 10. Ensuite, donc je vais créer une variable y dans laquelle je vais stocker le contenu de x. Donc jusqu'ici, pas de problème, je peux tout à fait faire cela. On peut ensuite donc modifier y à loisir et vous allez voir que cela ne va pas impacter la valeur contenue dans x bien évidemment. Donc si j'alerte maintenant ceci, on va bien avoir valeur de x, deux points, donc x va toujours stocker 10 évidemment, tandis que y va maintenant stocker, hop, deux points, donc va stocker 20 puisque va stocker 10 la valeur de x plus 10. Donc c'est-à-dire 10 plus 10 égale 20. Donc on enregistre et on affiche afin d'en être bien certain. Donc ici on a bien x qui stocke 10 et y qui stocke 20. Donc vous voyez que lorsque l'on travaille avec des variables qui contiennent des valeurs primitives, on peut tout à fait créer des copies entre guillemets de ces variables. Donc ici y commence par stocker le contenu de x, donc c'est ce que j'appelle une copie entre guillemets. Puis ensuite modifier donc ces copies sans que cela impacte la valeur contenue dans la variable originale. Comme on l'a vu ici, puisque donc lorsqu'on rajoute 10 à la valeur de y, on ne rajoute pas 10 à la valeur de x. X contient toujours bien 10, sa valeur de départ. Avec les objets, donc cela va être complètement différent, puisqu'on ne va pas pouvoir créer directement de copie d'un objet, et en fait on ne va créer qu'une autre référence qui va pointer vers le même objet, puisqu'on accède encore une fois aux objets par référence. Et donc si on modifie par la suite l'une des valeurs d'une des références, on va également modifier celle des autres, et donc tout va être modifié d'un coup. Donc pour s'en convaincre, on va prendre un exemple avec des objets cette fois-ci. Donc pour cela, je vais récupérer mon constructeur précédent, donc mon constructeur identité, ici donc. Et on va commencer par créer donc un premier objet Pierre, donc comme ceci. Hop, parfait, comme cela donc. Donc on a défini ici les valeurs Pierre, Giraud et 25 pour les propriétés prénom, nom et âge de Pierre. Et si maintenant donc je veux créer un deuxième objet, donc Victor par exemple, et que je veux donner égal entre guillemets encore une fois à Pierre, vous allez voir que si on modifie maintenant la valeur donc relative à la propriété prénom de Victor, par exemple je lui mets quelque chose comme DSF JKL comme ceci, la valeur relative donc à la propriété prénom de Pierre va également être modifiée, encore une fois donc car on accède aux objets par référence, et donc ici on ne crée qu'une deuxième référence du même objet. Et donc lorsque l'on modifie une référence, on modifie évidemment toutes les autres références de l'objet. Donc vous allez voir tout simplement que Pierre ne va plus stocker Pierre, mais va bien stocker DSFJKL comme Victor. Donc Pierre.prénom plus
donc prénom de Victor, deux points, plus Victor.prénom comme ceci. On enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez bien que la valeur donc, qui était liée à la propriété prénom de Pierre a été également modifiée, car encore une fois, donc ici, Victor est en fait une autre référence qui pointe vers le même objet, et donc lorsqu'on modifie une référence, on modifie toutes les références du même objet. Donc faites bien attention à ce point, car beaucoup de développeurs, même expérimentés, font l'erreur, et donc faites très attention aux résultats lorsque vous essayez de modifier les valeurs de certaines propriétés, ou lorsque vous essayez de dupliquer, entre guillemets, un objet en JavaScript. Donc voilà tout cette fois-ci pour ce chapitre donc, qui a introduit beaucoup de nouvelles choses. Donc c'est normal si encore une fois si vous êtes un petit peu perdu, si vous ne comprenez pas tout d'un coup. Encore une fois, donc n'essayez pas de tout comprendre d'un coup. Tout simplement cela va venir avec la pratique et vous allez voir au fur et à mesure des prochains chapitres que cela va être de plus en plus clair pour vous et que vous allez être de plus en plus à l'aise avec ces nouveaux concepts. Donc pour le moment, travaillez bien sur cette leçon pour le moment. Mais n'essayez pas encore une fois donc évidemment de tout comprendre d'un coup car ce n'est pas possible, il y a trop de nouvelles choses et vous n'avez pas encore toutes les clés qui vont vous permettre de véritablement comprendre tout ce qui se passe.